Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Gali Mendelssohn, je suis expert immobilier. Il faut savoir que le métier d'expert immobilier fait partie des professions libérales pratiquées dans nombreux pays, y compris en Israël. Le permis d'expert immobilier est délivré par le ministre de la Justice, et cela après avoir passé avec succès une longue série d'examens et un stage d'une durée d'1 an. Il est important de savoir que, pardon, il est important aussi de savoir que nombreux sont ceux qui offrent des services d'évaluation, tels que, par exemple, les agents immobiliers, etc., mais que l'expert immobilier représente la seule et unique instance officielle apte à établir une évaluation immobilière professionnelle, objective et reconnue par toutes les institutions juridiques, financières et administratives. C'est un peu, ça c'est quelque chose qui est très important parce que par exemple, quand vous allez prendre un prêt immobilier auprès d'une banque, la banque, si c'est un bien en deuxième main, la banque vous demandera de lui apporter une évaluation d'un expert pour officialiser, en fait, pour vérifier le bien et officialiser votre prêt bancaire. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'analyse d'un bien immobilier avant son acquisition. Je dis bien avant. Quand je dis avant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le jour où vous allez choisir un bien qui vous plaise, la prochaine étape, après que vous vous étiez mis d'accord sur le prix, ça sera de signer le contrat. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez signé le contrat d'achat, là, déjà, il y a un engagement. C'est-à-dire que vous êtes engagé sur l'affaire sans savoir vraiment si le bien est correct, si le bien est cachère, on va dire. On va tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Et sans savoir si le prix que vous avez clôturé, ça sera aussi l'évaluation qui va être donnée par l'expert. Là, je parle d'un cas, par exemple, de quelqu'un qui va aller après prendre un prêt bancaire auprès de la banque. On va tout de suite comprendre, enfin tout à l'heure, au fil de ma présentation, on va comprendre que les choses ne sont pas si simples que ça. Alors, on commence. L'importance de l'analyse d'un bien immobilier avant son acquisition. Alors, l'acquisition d'un bien immobilier représente l'une des opérations économiques les plus importantes qu'un individu réalisera durant sa vie. Là, on est d'accord. L'acquisition d'un bien immobilier engage un énorme investissement de temps et surtout de l'argent, et c'est donc pour cela que nous souhaitons le rendre sûr de façon à garantir notre avenir et celui de nos enfants. L'acquisition d'un bien immobilier, là je viens d'en parler, est par nature une affaire à la fois complexe et risquée qui demande notre vigilance et notre attention avant, et je dis bien avant la signature du contrat. Quelles sont les analyses nécessaires avant l'acquisition d'un bien immobilier? Enfin, qu'est-ce que je fais dans mon métier quand j'analyse un bien immobilier, quand je prépare mon document? Alors, en fait, c'est partagé en trois. C'est juridique. La première vérification, c'est une vérification juridique. On va tout de suite voir comment on le fait. En fait, c'est l'identification du type de propriété, du propriétaire et de son lien avec le bien et vérification des documents de la copropriétaire. On va tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Après, on va vérifier le permis de construire. Ça, c'est hyper important aussi parce qu'on va vérifier la conformité du bien avec son permis de construire. Il faut savoir quelque chose qui est très important. Un bien qui n'a pas de permis de construire, un bien, je dis bien parce que c'est important de comprendre, un bien qui n'a pas de permis de construire ne pourra pas obtenir un prêt bancaire. C'est clair et net. Si le bien a été construit sans permis, la banque ne vous prêtera pas un seul euro ou un seul shekel. Et après, il y a les droits de construction. Bon, ça, on vérifie aussi le bien par rapport à ces droits de construction exploités et non exploités. On peut avoir un bien qui est construit sur X mètres carrés, mais qui peut avoir aussi des droits de construction supplémentaires. Et on pourra comprendre, parce que le vendeur pourra vous dire X et l'expert immobilier vous dira
Y. Vous direz, voilà, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas en temps et c'est sous condition, etc. Alors, on va commencer par l'analyse juridique. Alors, le document le plus important pour analyser un bien en Israël s'appelle le Nessar Tabo. Qu'est-ce que c'est le Nessar Tabo? Le Nessar Tabo, c'est en gros la carte d'identité du bien. Et sur ce document-là, on va pouvoir identifier le propriétaire. Est-ce que le vendeur est véritablement le déteneur des droits? On va pouvoir analyser le type de propriété. En Israël, on a deux types de propriétés. On a privées et celles qui sont construites sur les terrains d'État. Bon, en gros, ce n'est pas une énorme différence, mais il y a quand même quelques différences entre les deux propriétés. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet énorme à part. On va juste dire que ça existe. Après, on va regarder les parties rattachées au bien. C'est-à-dire, le vendeur, par exemple, vous dit, voilà, moi j'ai un appartement, j'ai 2 parkings, j'ai une cave, ou j'ai un jardin privatif collé à mon appartement, si c'est un appartement en rez-de-chaussée. Et là, nous, on va vérifier si vraiment ces parties sont rattachées. Est-ce qu'elles sont vraiment placées là où ils devraient être placées. Donc, et puis après, on va regarder des remarques spéciales qu'on peut mettre sur ce type de document. On va regarder, par exemple, s'il y a des saisies, s'il y a des prêts immobiliers qui ont été pris avant, restrictions de vente, etc., etc. Donc, tout ça, c'est marqué sur ce fameux Nessar Tabo. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ça, c'est le document. Ça, c'est le Nessar Tabo, en fait. Là, on voit là, je mets la petite main, on voit la parcelle, l'emplacement en fait. On va pas rentrer dans ce détail parce que ça encore, c'est un sujet à part, mais on va pouvoir identifier déjà l'emplacement du bien par rapport à la parcelle et à la sous-parcelle. Après, on a le numéro de l'appartement, donc la Tatrelka, numéro de l'appartement. On va voir l'étage, là on voit c'est en rez-de-chaussée, on va avoir la surface 163,60 mètres. Et après on va voir les rattachements. Là c'est les parties rattachées. Là par exemple on a un jardin et un parking. Et à la fin on voit le nom des propriétaires. Donc tous ces détails-là, c'est une partie des détails qu'on peut voir, c'est juste un exemple, mais tout ça c'est marqué sur le Nessar Tabo. Il faut surtout le sortir bien tout près de… la banque exige que le Nessar Tabo soit au maximum daté de 3 mois avant la préparation du document. Donc, il faut qu'il soit récent parce que le Nessar Tabo peut changer tous les jours. Et après, le deuxième document qu'on va regarder au niveau de la partie juridique, c'est les documents de la copropriété. En fait, chaque appartement, en gros, donc je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers, mais en gros, un appartement possède aussi, une maison, un immeuble possède aussi ce qu'on appelle les documents de la copropriété. Et c'est sur ce document-là, en fait, le document comporte 2 parties, partie écrite et le schéma. Donc, et sur la partie écrite, ça va être plus ou moins pareil comme le Nessar Tabo. On va avoir la surface, l'étage, tout sera marqué, les propriétaires, etc. Et sur la partie schéma, je vous la montre là tout de suite, on va voir vraiment le dessin, l'emplacement de l'appartement, les directions, etc. Donc là, on voit, en fait, ça, c'est un appartement en rez-de-chaussée, par exemple. On voit l'emplacement de l'appartement, l'étage. Là, les parties colorées, là, c'est les parties rattachées. Donc, en fait, là, on voit un jardin et on voit la place du parking. Donc, on voit exactement leur emplacement et c'est ce que je vais vérifier sur place. C'est-à-dire que quand je vais venir sur place, je vais vérifier que c'est conforme à la réalité. Il n'y a pas eu de changement. Parce que si jamais, je vous donne juste un exemple qui est tout bête, mais je le rencontre de temps en temps, pas dans les immeubles récents, là, il y a moins de problèmes. Mais sur les immeubles anciens, ça m'arrive d'arriver sur un lieu et voir qu'on a échangé les numéros d'appartement. C'est-à-dire que l'appartement que vous achetez, son numéro a été échangé par un autre numéro parce que ça a été écrit à l'époque manuellement et quelqu'un s'est trompé. Et donc, ça, c'est un cas, c'est tout bête,
mais c'est un cas où on ne pourra pas avoir un prêt immobilier avant qu'on régularise ce problème. Donc, la banque vous dira tout de suite, il faut régulariser avant, sinon pas de prêt bancaire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, très important à comprendre, là je vous parle, ça c'est toutes ces vérifications, et on va continuer, on va voir après la suite, mais si vous avez signé le contrat, vous avez déjà un engagement. Donc, si vous avez signé le contrat, on rencontre ce type de problème, on arrive à la conclusion qu'on ne pourrait pas le présenter à la banque, donc vous ne pouvez pas avoir de prêt bancaire, imaginez le drame. C'est-à-dire que pour vous, c'était clair que c'est une sorte de procédure banale, juste avoir le document, enfin le rapport de l'expert immobilier. Et là, l'expert arrive et vous dit, voilà, je suis désolé, mais pas de prêt bancaire avant qu'on régularise. Donc, vous êtes coincé. Et là, on rentre dans des batailles juridiques avec le vendeur. Et bon, vous allez voir, quand vous allez consulter vos avocats, vous allez voir, c'est très compliqué après. Ça coûte de l'argent, c'est des énergies, c'est tout ça à éviter si on vérifie avant et pas après. Alors là, j'ai surtout parlé de la partie juridique. Donc, on a vu le Nesartabo et on a vu les documents de la copropriété. Là, on va aller regarder justement le deuxième sujet super important, c'est la conformité avec le permis de construire. Donc, le permis de construire, c'est un document à part. Ça n'a rien à voir avec les documents de la copropriété et de Nesartabo. Le permis de construire, en fait, c'est le droit de construire cet immeuble, cet appartement. Et un appartement, une maison qui n'a pas de permis de construire, en fait, pour la banque, par exemple, n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Donc, même problème. Alors, ce qu'on va regarder dans le permis de construire, on va justement voir un petit exemple tout de suite. On va justement regarder si déjà l'appartement est un véritable appartement. Est-ce que c'est désigné comme un appartement? Parce que parfois, bon, c'est un exemple que je donne toujours. Et d'ailleurs, je le rencontre toutes les semaines. C'est incroyable. Là, justement, cette semaine, j'ai évalué un appartement qui était placé en sous-sol. Et quand j'ai sorti son permis de construire, j'ai vu qu'il n'y avait rien dans le sous-sol. En fait, sur le permis de construire, il n'y avait pas d'appartement. C'est-à-dire que le monsieur possède quelque chose qui n'existe pas. Alors, si vous voulez valeur marchande de cet appartement aujourd'hui, c'est un appartement très bien placé dans les beaux quartiers de Tel Aviv, tourne à peu près à 2 millions de shekels, c'est un 50 mètres carrés. En fait, sa valeur officielle, enfin sa valeur, on va dire, de l'expertise, est peut-être de 500 000 shekels. Et encore, je suis gentil, quoi, parce qu'on ne peut rien faire avec. Et il y a toujours un risque que la mairie demande de le démolir. Donc, quelqu'un va acheter un appartement à 2 millions de shekels qui vaut un quart. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de permis de construire. C'est aussi simple que ça. Alors, le permis de construire comprend deux documents. Il y a le document littéral, c'est un document écrit qui décrit en fait ce qu'on a construit. Et encore une fois, bien sûr, il y a le schéma, les plans en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? Là, justement, je viens d'en parler. On va vérifier la vocation du bien. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une cave? Est-ce que c'est une chambre de lessive? Pourquoi j'ai dit chambre de lessive? Parce que dans les années 30-40 à Tel Aviv, quand on construisait ces maisons, ces immeubles anciens de 3-4 étages, à l'époque, comme il n'y avait pas de machine à laver, sur le toit, on construisait une petite chambre qui était une chambre de lessive, en fait. C'est ça. Les propriétaires des appartements montaient en haut pour faire leur lessive et étaler leur linge sur le toit. Et c'est considéré comme une chambre de lessive. C'est comme ça que c'est marqué sur les permis de construire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait de ces chambres de lessive des appartements, des espèces de penthouse qui sont vendus à des millions et des millions de shekels, mais en fait, ils n'ont pas de valeur parce que sur le permis de construire, ce n'est pas un appartement, c'est une chambre de lessive, aussi simple que ça. Et bien après, ce qu'on va regarder aussi, c'est les excès de construction. Bon, là, on va regarder un appartement typique. Enfin, ça c'est une construction relativement récente. On voit par le schéma du plan.
Donc, au milieu, vous avez un appartement, l'emplacement de l'appartement, là où il y a la flèche. Là, on a une terrasse, un balcon découvert qui est assez grand. Et là, on voit l'étage. Donc, on va aller vérifier, on va regarder. Qu'est-ce que je regarde dans un appartement de ce type? Regardez bien, c'est un appartement qui est assez grand déjà, mais qui a une très grande terrasse. Souvent, dans ce type d'appartement, ce que font les gens, c'est qu'ils ferment une partie des terrasses et qu'ils la rajoutent aux parties principales de l'appartement. Par exemple, si je fais, par exemple, avec la main, là, je ferme cette partie-là, je peux fermer 15, 20, 30 mètres carrés de la terrasse et de la rajouter aux parties principales. Moi, en tant qu'expert immobilier, pour moi, cette partie-là, pour moi, c'est un excès de construction. C'est-à-dire que je vais l'enlever de la valeur de l'appartement et non seulement je vais l'enlever, je vais aussi rajouter des charges de remise en forme. Donc, en fait, grosso modo, un appartement qui vaut 2 millions de shekels, je vais enlever 100 000 shekels déjà de la surface et encore 50 000 shekels pour des excès de construction. Donc, de 2 millions de shekels, on arrive à une valeur de 1 850 000. Ça, c'est juste un exemple et ce n'est pas un excès énorme. Moi, je rencontre des excès qui sont grotesques parfois. Et parfois, elles sont tellement énormes qu'on ne peut même pas évaluer l'appartement. Donc, voilà, ça donne une idée de schéma. Alors, justement, je viens d'en parler, mais je vais quand même revenir parce que c'est important. Quels sont les risques en acquérant un bien qui n'est pas conforme à son permis de construire? La valeur du bien est inférieure au prix du contrat. Et là, il faut savoir quelque chose qui est très important. Quand vous allez chez une banque, vous arrivez avec un contrat d'achat à prix X, on va dire 2 millions de shekels, et vous avez l'évaluation de l'expert qui est, elle, après avoir bien vérifié le bien, est à 1,5 million, la banque vous prêtera sur la base d'1,5 million, pas sur 2 millions de shekels, pas sur le prix du contrat. Elle va vous prêter sur le prix inférieur entre les deux. J'espère que c'est clair parce que c'est très important. Ça veut dire que ça a une grande influence sur votre rapport personnel. Comme vous savez, en France, je ne sais pas quel est le pourcentage qu'on donne sur la valeur. Je ne sais pas si c'est 50, 60, 70. En Israël, normalement, c'est 70%. Et le reste, c'est un apport personnel. Donc, en fait, la banque vous donnera 70% sur les 1,5 million qui ont été définis par l'évaluateur, par l'expert immobilier, et pas sur les 2 millions de shekels sur lesquels vous avez signé sur le contrat. C'est-à-dire qu'automatiquement, votre apport personnel sera beaucoup plus important. Et bon, là, c'est aussi deuxième sujet qui est aussi très important, c'est que tant que les excès de construction n'ont pas été gérés, vous ne pouvez pas enregistrer le bien que vous avez acheté à votre nom. Il faut d'abord régulariser et après, vous pouvez enregistrer. Donc, encore une fois, c'est très compliqué, c'est très risqué. Bon, après, on a les analyses de droits de construction. Ça, c'est le troisième sujet. La vocation et les droits de construction sont définis dans les plans d'urbanisme. Donc, les plans d'urbanisme, c'est quelque chose qui change avec le temps, qui est mis à jour. Et de temps en temps, les mairies vous rajoutent des droits de construction. Ça, c'est surtout pour les maisons individuelles, moins sur les appartements. Par contre, un sujet qui est très important, c'est tout ce qui est… vous avez la TAMA 38, que vous connaissez, et vous avez aujourd'hui sur Tel Aviv des plans, on appelle ça les plans, ceux qui ont été déjà accordés, c'est les plans des quartiers 3 et 4 du nord de Tel Aviv. Là, au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de démolir, je parle surtout bien sûr des immeubles anciens. Quand je dis anciens, c'est tous les immeubles qui ont été construits avant 1981. Et donc, sur ces immeubles-là, vous avez le droit, en fait, si vous vous mettez en accord avec les autres propriétaires ou si vous avez une proposition honnête d'un promoteur, de démolir l'immeuble et de le reconstruire avec deux étages supplémentaires. Et là, le promoteur vous proposera un appartement plus grand et neuf. Donc, c'est une opération, si elle est bien faite, très, très rentable. Ça, c'est par exemple les droits de construction. Ça, c'est quelque chose que, bien sûr, on vérifie.
Surtout, ça c'est pour les appartements. Sinon, c'est pour les pavillons, pour les maisons individuelles. On vérifie toujours si la maison que vous avez achetée, est-ce qu'elle a utilisé tous ses droits de construction ou est-ce qu'elle a des droits supplémentaires qui n'ont pas encore été exploités, tels que, par exemple, une cave ou une chambre sur le toit ou une piscine, ou etc. Donc, ouais, là, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que là, je ne vais pas trop élargir sur les droits supplémentaires parce que c'est la partie la moins problématique dans l'histoire. Les deux parties les plus importantes, en fait, c'est la partie juridique et la conformité du bien avec le permis de construire. Voilà. Gali, est-ce que tu peux un instant parler donc des anecdotes que tu as rencontrées au cours de ta carrière, parce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne te connaissent pas, donc qui ne connaissent pas les anecdotes, pour qu'elles puissent comprendre en fait ce qui se passe au niveau donc du plan. Tu te souviens de l'appartement là en question? Non, mais là, j'ai donné un exemple, mais là, je rencontre ça tous les jours, quoi. Je rencontre ça tous les jours. Non, je sais bien, mais eux ne le savent pas. Donc, toi, tu le sais, mais eux ne le savent pas. Non, mais donc, je viens d'en parler. J'ai parlé, en fait, j'ai donné l'exemple, par exemple, de la chambre de lessive. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Donc, en fait, c'est une chambre de lessive qui vaut pratiquement rien, que quelqu'un, non seulement il a agrandi cette chambre, parce que ces chambres-là, à l'époque, étaient très petites. C'était des chambres de, je sais pas, 12-15 mètres carrés. Les gens, ils en ont fait des appartements de 100 mètres carrés avec une énorme terrasse et qui l'ont vendu en tant que penthouse à, je sais pas, ils ont demandé 10 millions de shekels, par exemple. C'est facile. Mais il y avait aussi le cas d'un appartement auquel, si tu veux, ils avaient pris une partie de la mirpesset, ils avaient pris une partie du balcon pour en faire une pièce supplémentaire aussi. Oui, mais ça, c'est moins dramatique. Là, je l'ai montré, c'est justement là, quand on regarde la feuille, là, ça, le permis de construire que je montre là. Donc, on voit tout de suite, on voit l'appartement. C'est un appartement en deuxième étage. C'est un espèce de duplex d'ailleurs. Et là, quand je montre en fait la terrasse, et je dis, voilà, il y a des cas où les gens ferment une partie de la terrasse justement pour la rajouter, j'en ai parlé, pour la rajouter à la surface principale. Et là, cette opération-là n'est pas légale. Il faut la mettre en conformité. C'est-à-dire qu'il faut détruire les murs qui ont été construits, la remettre, la mettre en conformité avec le permis de construire. Et tout ça, ça comporte des frais, et deux, l'appartement qui a été présenté comme un appartement, par exemple, de 200 mètres carrés, en fait, il n'en a que 170 parce qu'on a pris 30 mètres de terrasse, on l'a rajouté à la surface principale. Ça, je le vois souvent. Donc, ça, c'est le type. Là, j'ai donné aussi l'exemple des appartements qui n'existent pas. Justement, cette semaine, j'en ai parlé. Cet appartement qui était en sous-sol, qui en fait n'existe pas sur le permis de construire, et donc il a une valeur. Bon, on peut essayer de régler ça juridiquement, c'est très compliqué et c'est très, très coûteux. Donc, c'est-à-dire que… Non, c'est pas… ce qu'il faut, c'est de comprendre, c'est d'avoir les informations. Après, on peut prendre une décision. Je n'ai pas dit qu'on veut pas… On peut acheter cet appartement, mais il faut savoir que ça a une valeur X et qu'il y a des risques. Et donc, c'est à l'acheteur de décider s'il veut s'engager dans cette aventure. Oui. Je dirais que le client classique qui cherche vraiment à acheter un appartement, que ce n'est pas un investisseur, ce n'est pas un requin immobilier, il va pas s'aventurer dans ce type d'acquisition. Ça, c'est clair et net. Et ça serait bien qu'il le sache avant qu'il prenne son stylo et qu'il signe le contrat, quoi. Parce qu'après, c'est trop tard. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Gali ou est-ce que tout est clair? Je ne vois pas de question qui est arrivée entre-temps au travers de la messagerie Gali. Donc, si c'est le cas, on va passer donc à l'intervention de Stéphane. Stéphane, tu souhaites partager ton écran? Oui, absolument. OK. Bonjour à tous. Bonjour Gali, bonjour Rachel. Bonjour Stéphane. Je partage mon écran. Voilà. En principe, ça devrait apparaître. Non, parce qu'on voit encore l'écran de Gali. Gali, tu dois arrêter toi le partage d'écran. Comment je fais ça? Tu dois avoir un bouton qui te dit Stop Share ou quelque chose comme ça chez toi.
Non, je ne vois pas. Normalement, en haut à droite, tu dois avoir un bouton rouge. Arrêtez le Non, partage d'écran. Non, je vais quitter la réunion et je vais revenir. Alors, ce sera Ok, plus simple. ok. D'accord? Parce que là, je ne vois pas comment Pas de le souci. faire. En espérant que ça marche. Ah, c'est bon. C'est bon, on voit mon écran? Oui, oui, c'est bon, Stéphane. Parfait. Ok, super, ça a marché. Parfait, parfait. Donc, effectivement, il est question d'acquisition immobilière. Et cette acquisition immobilière, compte tenu des coûts en Israël, très souvent, se fait à crédit. Alors, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Il y a de nouvelles têtes ce matin, bien évidemment, et on ne me connaît pas forcément. Donc, Stéphane Teboul, je suis conseiller en gestion de patrimoine, basé à Paris, bientôt en Israël également. Et on va dire que pour une petite partie de mon activité, je peux vous aider au niveau des prêts. Donc, cette acquisition immobilière pose des difficultés en Israël parce que vous savez bien qu'il faut, pour des personnes qui sont étrangères à Israël ou non résidentes israéliennes, il faut un apport de 50%, ce qui peut représenter beaucoup d'argent. Et les Israéliens, eux, jusqu'à preuve du contraire, ont un apport de 30% et peuvent arriver jusqu'à 70% de crédit. En tout état de cause, qu'on apporte 30% ou 50%, compte tenu des prix pratiqués en Israël, il est évident que on n'a pas forcément ces liquidités qui sont disponibles à tout moment. Donc, le moyen qui est utilisé quelquefois, c'est effectivement de demander, avant de demander le prêt complémentaire à une banque israélienne, c'est de demander un prêt en France. Et il est totalement illusoire d'imaginer qu'un banquier français va vous prêter de l'argent sans prendre une garantie. Donc, ce type de prêt qui est possible et que je vous présente ce matin, ça s'appelle une garantie hypothécaire ou une garantie déplacée. Donc, on donne la garantie d'un autre bien pour pouvoir acquérir un bien en Israël. Donc, c'est ce que je vous disais, l'accompagnement d'un crédit par une banque israélienne, c'est un apport d'au moins 50% du prix d'acquisition, avec des prix qui, notamment à Tel Aviv, ont atteint des sommets. On va avancer. Donc, prenons par exemple un Français possédant une résidence principale de 100 mètres carrés à Paris et qui désire acquérir un bien en Israël de valeur équivalente. Eh bien, la solution qu'on propose, c'est de donner en garantie la résidence principale française à l'une des rares banques. Attention, ce n'est pas forcément la BNP ou la Société Générale qui accordent ce type de prêt. Ce n'est pas des banques de réseau, ce sont des banques en Europe qui sont hyper spécialisées et qui ont l'habitude de faire ça. Et donc, on donne simplement une garantie hypothécaire sur un bien et ces banques prêtent aux alentours au minimum 50%, mais ça peut aller dans certains cas 70% du bien cédé en garantie, soit globalement aux alentours de 500 000 à 600 000 euros. Et il ne reste plus à obtenir en Israël qu'un prêt complémentaire de 4 à 500 000 euros compte tenu de ce prêt qu'on a obtenu en France, enfin en Europe, disons. Dans certains cas, on pourrait obtenir en Europe un prêt in fine, à savoir ne rembourser pendant la durée du prêt que les intérêts. Alors, comprenez bien que si vous voulez acheter un bien d'1 million d'euros, c'est-à-dire à peu près 4 millions de shekels en Israël, ça va représenter, si c'est en totalité à crédit entre le crédit européen et le crédit israélien, ça va représenter des montants qui sont vraiment importants, même si on se met sur 15 ou 20 ans. Donc, quelquefois, une technique consiste à dire je ne vais rembourser que des intérêts. Donc, pour vous donner une idée, 500 000 euros, si on rembourse uniquement des intérêts, je dirais à peu près 3%, 3 fois 5, 15, ça fait 15 000 euros par an.
ça ne fait que 1 250 € par mois. Mais comprenez bien que pendant 10-15 ans, vous n'avez remboursé que des intérêts et au bout de ce prêt, qui a duré 10, 12, 15 ans, eh bien, il faudra rembourser le nominal, c'est-à-dire les 500 000 € qu'on vous a prêtés. Alors, c'est une méthode qui permet de gagner du temps, car quelquefois, on sait que dans 10-15 ans, on va vendre soit une activité professionnelle, soit une résidence principale ou une résidence secondaire en France qui sera arrivée au terme d'un crédit. Donc, le prêt in fine est intéressant aussi. Alors, simplement, ne prenez pas en compte ma présentation. Alors, quand j'ai mis soit actuellement 2 à 3%, c'est plutôt 3 à 3,5%, parce qu'il ne vous a pas échappé que les taux d'intérêt partout dans le monde ont augmenté. À titre d'exemple, là où ça a augmenté le plus pour lutter contre l'inflation, c'est aux États-Unis, où aux États-Unis, on est passé il y a un peu moins d'un an de 2% pour un crédit à aujourd'hui 7%. Voilà. Notre préconisation, compte tenu de l'évolution du marché immobilier israélien qui n'arrête pas de monter et des taux d'intérêt européens actuels, on considère qu'il est opportun d'acquérir aujourd'hui plutôt que dans 15 ans. Donc, effectivement, il faut penser à ce crédit hypothécaire et se dire que si on a envie de faire son alia dans 10, 12, 15, 20 ans, peut-être que ça a du sens d'acheter aujourd'hui, quitte à le louer, quitte à l'utiliser de temps en temps pour des vacances. Voilà, je pense que je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais Israël est un tout petit pays, il n'y a pas beaucoup de surface et on se rend compte que les alias successives font qu'il y a toujours une demande importante. Et s'il y a une demande importante, eh bien les prix suivent. Donc effectivement, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les prix n'ont pas arrêté de monter en Israël. Et si j'avais connu ces méthodes il y a une quinzaine d'années, peut-être que j'aurais acheté il y a 15 ans et que je ne me mordrais pas les doigts d'avoir acheté plus récemment. Voilà. Enfin, dans notre exemple d'acquisition d'1 million d'euros, il est souhaitable d'avoir le plus de crédits en Europe, aussi entre 2 à 3%, parce qu'il y a une vraie différence avec Israël, qui ne connaît pas les taux fixes et qui est plutôt sur des taux variables qui sont plus élevés actuellement, plutôt 4, 5, 6% aujourd'hui. Alors, ce prêt hypothécaire, les clients, c'est d'abord les propriétaires acquittés. Acquittés, ça veut dire qu'il faut que le bien immobilier dont on est en train de parler soit complètement à vous. S'il y a encore un crédit, il n'y a aucune banque qui viendra se mettre en deuxième position. C'est-à-dire que votre prêt doit être complètement soldé. Alors, bien évidemment, les propriétaires qui ont un faible encours immobilier, les monos et les multipropriétaires et toutes les catégories socio-professionnelles, à savoir les salariés, les retraités, les rentiers. TNS veut dire travailleurs non salariés, c'est toutes les professions libérales en France. Et éventuellement, dans certains cas, des détenteurs de crédits immobiliers et de consommation à reprendre ou non, parce que imaginez-vous que vous ayez un bien immobilier qui vaille 1,5 million d'euros, que sur ce bien, il reste 100 000 € de crédit avec une banque, c'est un petit peu dommage parce que vous êtes bloqué. Donc, ce qui pourrait être prévu, ça serait de rembourser cette banque ancienne avec qui vous avez pris votre prêt initialement, de lui rembourser les 100 000 € et de pouvoir prendre un prêt hypothécaire qui vous dégagera 5, 6, 700 000 € de plus. Alors, les objets du prêt hypothécaire, tout d'abord, il y a le prêt hypothécaire de trésorerie. Ce n'est pas forcément adapté à l'immobilier, mais on peut avoir besoin de financer une donation, une succession, des biens de consommation. Donc, le prêt hypothécaire fonctionne dans quelques autres cas. Et puis, ce dont on est en train de parler ce matin, c'est bien évidemment le prêt hypothécaire à but immobilier. Allez savoir pourquoi une des banques ne finance pas des travaux s'ils sont supérieurs à 75 000 €. Donc, ils financent allègrement une acquisition, ils financent éventuellement un tout petit peu de travaux, mais il faut que ce soit inférieur à 75 000 €.
Et évidemment, tout ça grâce à la mise en garantie d'une partie de son patrimoine personnel. Ah, voilà. Donc, acquisition de biens à l'étranger est possible avec une prise de garantie en France pour des biens situés en Europe et en Israël uniquement. On va dire que ces banques qui fonctionnaient avec le prêt hypothécaire pour une acquisition en Europe, effectivement, ne financent pas un riad à Marrakech ou un appartement en Floride. Ça fait sourire Rachel, mais c'est le cas. Et on a réussi à élargir à Israël. Donc, c'est Europe plus Israël. Les banques partenaires sont des banques étrangères qui pratiquent ce crédit hypothécaire, donc soit en amortissable, ça c'est du prêt classique, où on rembourse et du capital et des intérêts, ou bien ce que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est l'in fine, où on ne rembourse que des intérêts et in fine, donc à la fin, le capital. Alors, le produit, à partir de 100 000 €, sans plafond, si les ratios d'endettement sont respectés, bien évidemment. Le prêt amortissable va jusqu'à 30 ans, le prêt in fine va jusqu'à 10 ans. Les emprunteurs sont soit des personnes physiques, soit des SCI patrimoniales ou des SRL de famille. Attention, pour une acquisition en Israël, on ne peut pas utiliser des sociétés européennes, SCI patrimoniales ou SRL de famille. Donc, je pense qu'il faut qu'on se limite aux personnes physiques pour ces prêts hypothécaires. Le taux, si c'est de l'immobilier en octobre 2022, vous voyez, c'est pas si loin, on était à 2,40 hors assurance. Si c'est pour financer des dettes et pas de l'immobilier, là, on est à 4,50. Et si c'est pour financer du professionnel, on est à 5% hors assurance. Donc, ce qui nous intéresse était, il y a encore 2 mois, à 2,40 hors assurance. Je pense que ça a bien pris 0,50, 0,60. On doit être à 3 aujourd'hui. L'âge de fin de prêt, on peut aller jusqu'à 95 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même assez ouvert. Le taux d'endettement après le projet, classique, 35% maxi. Et évidemment, je vous le dis et je vous le répète, c'est une garantie hypothécaire en premier rang uniquement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres banques qui ont une garantie sur le bien. Les frais de dossier, on en reparlera si vous êtes intéressés, sont imposés par l'organisme, par la banque, 0,75 du montant emprunté. Le mandat de courtage immobilier, 1,2% du montant emprunté. Et oui, les frais d'expertise. Et c'est là que Gali intervient, non, pas Gali, puisqu'on est en France. On peut très bien imaginer qu'on a un bien qui vaut 2 millions d'euros. La banque commence par étudier le dossier et vous donner une garantie, vous donner une acceptation, mais cette acceptation, elle est soumise à une expertise qui coûte 485 €. Et donc, on connaîtra le montant réel du prêt de la banque. La banque va dire, écoutez, moi, je vous prête 60% de la valeur d'expertise. Donc, on connaîtra dans un deuxième temps, sous une quinzaine de jours, l'expertise qui aura été réalisée et on connaîtra le montant définitif à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de compte bancaire parce que c'est trop compliqué à chaque fois de déplacer ces comptes bancaires chaque fois qu'on fait un prêt immobilier. Et pour la sortie de l'in fine, qui est défini à la mise en place du prêt, est obligatoirement différent du bien mis en garantie. Donc, si vous souhaitez donner en garantie votre résidence principale et prendre un in fine donc avec le remboursement du capital à terme, ce remboursement du capital doit provenir d'un autre bien que votre résidence principale. Les exclusions, il y en a quelques-unes, c'est la rénovation, la construction, l'acquisition en VFA, les primo-accédants. Les primo-accédants, c'est évident puisque il faut forcément que vous ayez un bien pour pouvoir le donner en garantie. Donc, si votre acquisition en Israël, c'est votre première acquisition, le prêt hypothécaire ne peut pas fonctionner. Exclusion, je vous l'ai dit déjà, des travaux supérieurs à 75 000 €, les rachats de crédit consommation,
Et ce qui est exclu également comme garantie de prêt hypothécaire, c'est une résidence principale, c'est très rare, qui serait détenue par une SCI. Et in fine, au monopropriétaire. Voilà, écoutez, je suis à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez sur ce prêt hypothécaire qui va bien vous aider à acquérir un bien en Israël.